Bonjour à vous. On se retrouve pour le webinaire du mardi. Et on a la chance d'accueillir aujourd'hui Antoine Lémarie, qui est doctorant et rattaché au Centre de sociologie des organisations, à Sciences Po, qui va nous parler de l'organisation de l'offre de soins à travers un angle qui n'est pas forcément beaucoup discuté, mais qui mérite très largement de l'être. C'est toutes les aides au diagnostic qui peuvent être faites sur sous différents aspects. Mais là, plus particulièrement, on va s'intéresser à la biologie médicale. Je pense que Antoine pourra nous parler un peu du cadre de ses recherches, puisqu'il fait ça dans le cadre d'une thèse qui embrasse plus largement que la biologie et la radiologie. Mais voilà, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Pour vous rappeler donc quand même que cette session est enregistrée, elle sera visionnable plus tard sur la chaîne YouTube de l'EHESP. Et si vous voulez poser des questions au fur et à mesure de l'avancée de la présentation d'Antoine, vous pouvez utiliser. Alors attention parce qu'il y a deux boutons, hein, la fonction questions et réponses et garder l'onglet conversation pour les discussions que vous pouvez avoir en dehors des échanges avec les animateurs et animatrices. Merci beaucoup. À vous, Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer en remerciant le HESP et surtout Gaël d'avoir pensé à moi pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous voyez le diapo. Euh, alors moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si... super, parfait. Euh, alors pour quelques mots de présentation de ma thèse, donc je suis en thèse, je suis en troisième année de thèse au CSO, donc Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, et je travaille sur deux professions, donc les radiologues libéraux et les biologistes médicaux dans le secteur privé. Et je m'intéresse dans ma thèse aux dynamiques professionnelles de ces deux professions, à travers notamment l'émergence d'un phénomène que l'on nomme financiarisation, derrière lequel il y a beaucoup de choses beaucoup de représentations, beaucoup de choses qui circulent, mais qu'on ne définit toujours pas très précisément. Et j'essaie de voir dans quelle mesure, en fait, ces professionnels de santé s'adaptent à la transformation de leurs organisations qui évolue sous l'effet de la financiarisation, mais aussi sous d'autres phénomènes sur lesquels je reviendrai. Et cette présentation était l'occasion pour moi, alors finalement, de parler de sujets qui traversent ma thèse, mais qui ne sont pas nécessairement le cœur de ma thèse, qui est donc la question de l'offre de soins, des enjeux en fait que pose la financiarisation en matière d'offre de soins, dans la mesure où, à travers le discours de ces professionnels de santé, je suis amené à côtoyer ces enjeux, à voir les difficultés, mais aussi les opportunités que peuvent offrir des modèles plus industriels, plus financiers en radiologie et en biologie médicale. Donc ça m'a demandé du travail parce que comme je vous le dis, donc c'est pas le cœur de ma thèse, mais c'était très intéressant et euh, j'espère que ça vous intéressera aussi. Donc premièrement, alors j'ai pas la main sur les slides, mais voilà. D'abord se mettre les idées au clair sur ce qu'est la financiarisation. Euh, donc, il y a plein de travaux en sociologie ou en économie sur la financiarisation, qui est un phénomène qui se joue à différentes échelles. Ça peut être aussi bien au niveau des États-nations, de leur politique économique, au niveau des institutions financières, bancaires, également dans la vie quotidienne. Mais celle qui va nous intéresser de financiarisation, c'est celle qui concerne les entreprises de petite et moyenne taille au sein de secteurs de santé. Et première chose importante à dire sur la financiarisation, c'est que le mot, disons, a quitté les rives universitaires pour maintenant être employé par les acteurs de terrain eux-mêmes, les professionnels de santé, les pouvoirs publics. Et dans son acception commune, il y a souvent un amalgame de différents phénomènes quand on parle de financiarisation. Et c'est important de voir, de bien distinguer les choses.
En parlant de financiarisation, beaucoup dans le langage des pouvoirs publics, on amalgame souvent trois phénomènes que sont la concentration économique, qui est donc, si on peut le définir simplement, la réduction du nombre d'acteurs dans un secteur donné, l'industrialisation des organisations, qui est donc la modification d'organisation de travail vers un modèle qui va traiter plus de volume, et dans le cas de la biologie médicale, qui va notamment être centralisé, on le verra par la suite. Euh, et la financiarisation à proprement parler, qui est donc le changement d'actionnaire, le fait que le capital des laboratoires, le capital des cabinets de radiologie ne soit plus détenu principalement par des médecins ou par des biologistes, les biologistes pouvant être soit médecins, soit pharmaciens, c'est la spécificité de cette spécialité médicale. Euh, donc voilà, c'est le changement d'actionnaire au profit de nouveaux actionnaires, de nouveaux acteurs qui investissent et qui sont des acteurs financiers, donc des fonds d'investissement, qui ont une logique qui leur est propre et qu'on va le voir. Je pointe également sur la privatisation qui n'a donc rien à voir en fait avec la financiarisation, dans la mesure où on est vraiment dans un mouvement de passage d'une activité publique à une activité privée. Là, c'est pas le cas. Les laboratoires sont déjà privés, les cabinets de radiologie sont déjà privés. La financiarisation, c'est donc bien un changement d'actionnaire. Ouais, merci beaucoup. Euh, donc, on peut définir simplement la financiarisation comme la pénétration progressive de fonds d'investissement, de fonds de private equity dans le capital de ces structures. Le fonds de private equity, c'est l'autre nom pour parler de ce type de fonds, parce que c'est des fonds, c'est pas des fonds de pension qui récoltent l'épargne de retraités américains, ce sont des fonds qui sont spécialisés dans l'achat et la revente d'entreprises. Leur but, c'est d'acheter des entreprises, de les rationaliser, de les faire en sorte qu'elles se développent, pour ensuite les revendre à horizon 4-5 ans pour faire une plus-value entre le moment de l'achat et le moment de la vente. Ça, c'est la spécialité de ces fonds d'investissement. En biologie médicale, le phénomène de financiarisation a commencé au début des années 2000. Donc, c'est là qu'il y a eu les premiers fonds d'investissement qui ont commencé à investir en biologie médicale. Et rapidement, donc, il y a quatre groupes qui se sont démarqués, soutenus par des fonds d'investissement. En 2010, j'estime dans un premier travail qu'il y avait à peu près 16% des sites de biologie médicale en France sur à peu près 4000 qui étaient détenus par quatre groupes. Et en 2024, on a à peu près 75 à 80% des sites qui sont détenus par six groupes. Donc, il y a un mouvement qui a vraiment été très important et d'une certaine façon, dans le cas de la biologie, assez fulgurant par sa vitesse. En radiologie, donc le phénomène a commencé à partir de 2017, c'est date à laquelle on peut retracer le premier groupe à s'adosser à un fonds d'investissement. Et aujourd'hui, on estime qu'entre 20 à 25% des cabinets libéraux sont détenus par 12 groupes. C'est pas tout à fait déjà la même morphologie du phénomène. On est à un stade qui est beaucoup plus atomisé et qui est également plus lent. Il y a un certain nombre de résistances qu'on a en radiologie, qui n'existaient pas en biologie médicale, sur lesquelles on pourra revenir dans la discussion. Voilà, déjà, on a les idées un peu plus au clair sur ce qu'est la financiarisation. On a une certaine hétérogénéité de ces groupes. Je vais souvent les amalgamer en parlant des groupes, mais en réalité, ils sont tous différents, ils ont des histoires différentes. Donc là, je vous ai mis un petit tableau qui résume rapidement le fait que, bah, par exemple, le Biogroupe, c'est un groupe qui a été créé par un biologiste, qui a eu une trajectoire entrepreneuriale assez fulgurante. Il y a des groupes qui ont une autre histoire, c'est par exemple du laboratoire Cerba, qui vient de l'Institut Pasteur à l'origine, et qui a une certaine maturité dans l'actionnariat financier. On voit qu'ils ont fait un certain nombre de LBO. Alors LBO, c'est un acronyme compliqué pour dire quelque chose de très simple. LBO, c'est la technique d'acquisition des fonds. Et un LBO, c'est la durée, en fait. Donc, par exemple, quand un fonds achète une entreprise et le revend 4 ans après, c'est un LBO. Donc, quand on est au cinquième LBO, ça veut dire que ça fait 5 fois qu'il y a un fonds d'investissement qui a pris le contrôle de l'entreprise et qui l'a revendu à un autre fonds. Donc, des actionnariats assez différents, des histoires différentes de ces groupes. Et ce qui est important là-dessus, c'est de voir que maintenant ces groupes-là sont coalisés adhèrent à une association qui s'appelle l'Association pour le progrès de la biologie médicale et association qui vise à défendre les intérêts des groupes. Donc ça, c'est un élément qui est important pour les pouvoirs publics dans la mesure où ces groupes partagent des intérêts communs qu'ils défendent
qu'ils défendent ensemble à travers, on va le voir, les négociations tarifaires et d'autres éléments. En radiologie, donc c'est la slide d'après, on a eu récemment la création d'une autre entité qui est un peu comme la PBM, mais qui est l'équivalent en radiologie, qui s'appelle l'URLEM, qui regroupe 12 groupes de radiologie privée, qui eux aussi, en fait, dans un moment d'incertitude réglementaire, parce que les pouvoirs publics s'intéressent ces derniers temps à la question de la financiarisation, les groupes adossés à des fonds d'investissement ont senti le besoin de regrouper leurs forces pour pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Et je fais un point, une parenthèse là-dessus. C'est un mouvement qui, alors je vais le dire une fois, on pourra revenir après, mais c'est un mouvement qui est éminemment conflictuel. Il suffit d'aller au congrès des radiologues pour s'apercevoir que les débats portant sur la financiarisation mettent en scène des acteurs aux intérêts très divergents, donc avec, on va dire, les tenants d'une radiologie libérale euh, qui s'exercerait donc plus localement, où le radiologue continue d'avoir la main sur le capital, et les tenants d'une radiologie plus financiarisée, les tenants d'une troisième voie qui estiment que les radiologues doivent s'adapter, mais ça fait des conflits qui sont très importants. Aujourd'hui, l'Ordre des médecins a même tente de radier certaines sociétés de radiologie qui sont financiarisées. Il y a également les syndicats, le syndicat des radiologues libéraux qui est particulièrement engagé sur la question et qui a plutôt une position anti-financiarisation. Et également les jeunes radiologues qui se sont organisés pour pouvoir peser les conflits actuels et les enjeux actuels. C'est quelque chose qu'on a retrouvé également au moment des biologistes, même si bon, aujourd'hui les choses se sont un peu tassées étant donné l'ampleur du phénomène. Alors, juste sur la slide d'après. Alors, on va passer là-dessus, encore après. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'idée d'avoir recours à des fonds d'investissement, ça permet au groupe deux choses. C'est d'une part de s'étendre sur le marché, dans la mesure où pour les fonds d'investissement, le but, c'est bien de revendre l'entreprise plus cher qu'elle n'a été achetée. Donc le fait d'avoir une entité, d'avoir un groupe qui se développe, qui rachète des concurrents, ça permet ensuite d'avoir une valorisation financière au moment de la vente qui est plus importante. Et en interne, ça permet de réaliser des synergies de coûts euh, qui permettent en fait une mutualisation d'un certain nombre. Alors, dans le cas de la biologie, ça va être une mutualisation notamment des automates. On va centraliser les automates sur certains sites pour pouvoir faire des économies d'échelle. Il se trouve que les différentes fusions entre différentes entités et les différentes restructurations internes, avec une organisation interne des laboratoires qui a évolué, posent une série d'interrogations euh, qui sont de différents ordres. Donc des interrogations sur l'autonomie des professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ma thèse. C'est dans quelle mesure les professionnels s'adaptent à ces nouvelles organisations. Comment continuent-ils de faire valoir leurs intérêts, leur expertise au sein de ces organisations? Quelles difficultés éventuellement ils rencontrent? Ensuite, une question sur la légalité des montages juridiques, parce qu'en fait, c'était des secteurs protégés, la radiologie, la biologie médicale, c'était des secteurs protégés. Donc finalement, les montages qui sont faits pour permettre à des acteurs non professionnels d'accéder aux structures, bah, ça pose un certain nombre de questions juridiques. Les questions de la représentation de la profession, c'est que maintenant qu'on a des groupes, finalement, comment on dialogue avec cette profession? Est-ce que c'est à travers les voies habituel à travers les syndicats, mais est-ce que quand on a des groupes qui représentent 20% de la biologie médicale, ben, ça pose également des questions à ce niveau-là, en termes de négociation avec les acteurs du secteur. Des questions en termes de qualité de soins. C'est une question qui se pose également, c'est est-ce qu'il y a des effets sur la qualité des soins qui sont prodigués, et des questions également sur la couverture de l'offre de soins, sur lesquelles j'essaierai de me concentrer. J'insiste également sur le fait que ces questions-là, dans une démarche de recherche, on essaie de partir d'une feuille blanche d'une certaine façon, en essayant de ne pas présager en fait des résultats à ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a une certaine intensité de travaux de recherche sur la question de la financiarisation, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Allemagne,
où il y a de plus en plus justement des fonds qui rachètent des structures médicales. Donc c'est un moment assez intéressant en ce moment dans la recherche justement sur ces sujets-là, et c'est également des questions que se posent les pouvoirs publics, on le verra par la suite. Donc moi, je vais me concentrer beaucoup dans ma présentation sur le cas de la biologie médicale parce que je ne vais pas avoir le temps de tout traiter. Euh, mais on pourra parler évidemment de la radiologie dans la discussion. Donc sur la biologie médicale, un rapide historique des faits. On a au début des années 2000, 4000 laboratoires qui sont pour la grande majorité d'entre eux indépendants. Et on a trois rapports publics successifs, Cour des comptes, IGAS et un rapport ministériel, qui vont finalement avoir une conclusion sur l'état du secteur, qui est que, euh, premièrement, les résultats au contrôle de qualité des laboratoires ne sont pas satisfaisants, notamment pour les laboratoires de petite taille, ceux de plus petite taille. Deuxièmement, on a une envolée des dépenses qui nécessite d'être contenues, en tout cas c'est le cadrage donc, de ces rapports. Et troisième élément, on a des recommandations, alors que ça va même être plus que des recommandations de la Commission européenne, parce que la Commission européenne va mettre en demeure l'État français sur sa législation sur les laboratoires d'analyse médicale pour dire il faut que vous ouvriez le capital des laboratoires parce que aujourd'hui, n'importe quel investisseur européen ne peut pas, en l'état de votre législation, investir dans les laboratoires français. Donc on a ce premier contexte-là, avec l'idée qu'il faut donc pousser à la concentration du secteur pour avoir des entités qui sont plus grosses, qui sont plus à même de répondre à certains critères de qualité. Et c'est ce que va faire en fait une ordonnance, qu'on va appeler l'ordonnance Balrot, qui est du nom du haut fonctionnaire qui l'a portée, qui va mettre en place deux choses principales. La première, c'est l'autorisation d'avoir des laboratoires qui s'organisent sur plusieurs sites, ce qui était alors interdit. Un laboratoire devait être d'un seul tenant, c'est-à-dire que le lieu de prélèvement devait être le lieu de l'analyse des échantillons de sang, d'urine, etc. À partir de l'ordonnance Balrot, on va ouvrir la possibilité qu'un laboratoire puisse avoir des sites de prélèvement dans lequel il n'y a que du prélèvement, et des sites analytiques qu'on va appeler plateaux techniques, dans lesquels il y a tous les automates qui servent qui servent à l'analyse. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est une accréditation COFRAC. Donc, c'est un processus d'accréditation qui va permettre, en fait, c'est un processus de labellisation qui va être rendu obligatoire par l'ordonnance Balrot afin de contrôler, de mieux contrôler la qualité des laboratoires. Le tout va être couplé à une politique de baisse tarifaire et la résultante va être en fait de pousser, et c'est le cadrage d'ailleurs de l'ordonnance Balrot et du rapport Balrot, c'est de pousser le secteur à se concentrer. Un point important, c'est qu'à ce moment-là, la question de la financiarisation, donc la question de qui détient le capital, et pas est-ce qu'on se concentre ou pas, parce qu'on peut très bien faire de la concentration économique sans nécessairement faire de la financiarisation, en poussant des professionnels à se regrouper les uns les autres, mais en leur laissant la main sur leur structure. Les enjeux de détention capitalistique, dans cette ordonnance, en fait, ne sont pas, alors je mets ne sont pas jugés prioritaires, mais en fait ne sont pas traités. Donc finalement, on pousse à la concentration et on dit que finalement sur le capital, on ne va pas se prononcer. Ça va avoir pour effet de favoriser les acteurs qui sont les plus à même de jouer cette concurrence à qui va devenir le plus gros. Et donc mécaniquement, d'une certaine façon, ce sont plutôt les mieux dotés en capitaux qui vont pouvoir financer ces stratégies de développement. Et c'est en 2013, donc 3 ans après, le phénomène va être, entre 2010 et 2013, va être assez important. Et à partir de 2013, la financiarisation va devenir un problème public, le terme va être utilisé, et c'est une loi alors c'est mai 2013 pour être exact, qui va instaurer des outils de régulation qui vont être donnés aux ARS pour pouvoir essayer de contenir ce mouvement-là. Voilà pour le cadrage historique. Alors, dans le cas des ARS, donc cette loi de 2013, en fait, je crois qu'il y a un problème de diapo, ce n'est pas la dernière version que je vous ai envoyée. Mais c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller quand même. Dans cette loi de 2013, on a l'idée, donc dans les outils qui sont donnés aux ARS, il y a un premier outil qui est de dire comme désormais les ARS peuvent s'opposer à des fusions entre des entreprises à partir de certains seuils. Les seuils étant,
Donc, un premier seuil de 33% de l'offre de soins. Donc, un acteur ne peut pas représenter 33%, plus de 33% de l'offre de soins sur un territoire de santé. Donc, c'est pas sur un département, c'est sur un territoire de santé, qui sont définis par les plans régionaux de santé que vous devez, j'imagine, connaître. Euh, Autre seuil, un acteur n'a pas le droit de contrôler plus de 25% des examens sur un territoire de santé. Et enfin, les SEL ont pour mission de vérifier que les sites d'une SEL, donc le SEL, c'est donc les sociétés d'exercice libéral, donc c'est la forme juridique des laboratoires, ne peuvent pas être localisés sur plus de trois de territoires de santé limitrophes. Donc ça, ce sont les outils de régulation qui sont donnés aux ARS. Cette représentation, donc il y a les CELAS, donc ce que je vous ai expliqué, c'est l'entité juridique du laboratoire. Donc les groupes détiennent en fait un certain nombre de CELAS. Donc là, généralement, ça va de 1 à 30. Donc les 6 groupes qui dominent le secteur ont une vingtaine de CELAS, donc qui sont contrôlés par une holding de tête. Et ces CELAS exploitent des sites dans lesquels il y a donc des plateaux techniques. Donc là, voilà, il y a par CELAS, c'est généralement entre voilà, 1 à 15 plateaux, ça dépend de la taille de la SEL. Et ensuite, il y a les sites de prélèvement qui sont là en beaucoup plus grand nombre, où les prélèvements sont réalisés. Donc ça permet déjà de se représenter un peu mieux les choses. Alors, là, ouais. Donc ça, j'ai dit déjà les éléments sur les outils de régulation. Alors, quels effets sur l'offre de soins de ces outils? Ces outils qui visaient justement à essayer de contenir le développement territorial de certains groupes. En réalité, donc, dans le cadrage de la loi qui était fait, elle visait une vingtaine d'acteurs nationaux. C'était l'objectif, c'était d'avoir une concentration qui allait s'arrêter à peu près une vingtaine d'acteurs nationaux. Bon, vous avez compris déjà que avec 6 groupes qui détiennent plus de 70% des sites, il y a d'une certaine façon un échec des dispositifs de régulation qui ont été mis en place. Ce qui est néanmoins important de dire, c'est que certes, il y a donc une concentration qui n'avait pas été prévue, en tout cas qui n'a pas été contrôlée par les outils de régulation qui ont été donnés, avec des groupes qui se sont donc diffusés sur l'ensemble du territoire. Donc la règle de territoire de santé limitrophe a largement été enjambée par des montages juridiques, sur lequel on dira quelques mots plus tard. Et ce qui est important de dire, c'est que le nombre de sites, donc vraiment de sites, quand on amalgame les plateaux techniques et les sites de prélèvement, le nombre de sites à l'échelle nationale n'a pas chuté et a même augmenté. Donc ça, c'est la slide d'après. On a en France une augmentation, donc un maillage territorial national qui est de très bonne qualité et qui n'a pas été affecté par le mouvement de financiarisation. On a même une augmentation en fait ces dernières années du nombre de sites. Si on peut passer juste à la slide d'après. Avec une implantation qui est en plus plutôt de qualité. On a à peu près donc 81% de la population qui réside à moins de 7 km d'un site de prélèvement de biologie médicale. Donc en plus avec les lieux de travail, on a un bon maillage territorial en France qui est par rapport comparativement à d'autres pays européens. Mais cette couverture importante du territoire national, elle masque en réalité, et c'est le point de la slide d'après, elle masque en réalité des disparités, premièrement des disparités territoriales importantes entre différentes régions. Donc ça, c'est pour avoir un spectre national. Mais au-delà des disparités territoriales, elle masque aussi d'autres difficultés qui sont proprement liées à la financiarisation et que ne saisissent pas ces indicateurs généraux. C'est la slide d'après, c'est un certain nombre de situations territoriales qui sont contrastées. Donc, première chose sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais il y a une difficulté qui est rencontrée par les ARS dans la mise en place de cette loi. En fait, il y a une certaine porosité de la loi. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien avec un inspecteur de santé publique que, évidemment, j'anonymise, euh, qui dit qu'en fait, ces règles en fait, sont facilement contournables, que la règle des 33%, en fait, elle est contournable par des montages dans lequel en fait il n'y a pas d'acquisition des parts sociales d'un laboratoire. Donc en fait le capital du laboratoire n'est pas vendu à un groupe, mais en fait il y a un système d'action qui va être mis en place par les groupes qui va séparer les actions de ce qu'on appelle le capital social et les titres financiers. Donc les biologistes restent majoritaires d'un point de vue du capital social, mais perdent l'intégralité des titres financiers.
Donc c'est un dédoublement des actions, on parle souvent d'actions de préférence, qui permet à des groupes de capter l'intégralité des titres financiers. La deuxième chose dans les difficultés rencontrées par les ARS dans la mise en place de la loi de 2013 et qui explique en partie son échec, c'est le déficit de ressources humaines dans les ARS. Moi, dans les entretiens que j'ai faits avec beaucoup d'ARS, il y a souvent 0,5 inspecteurs de santé publique, voire un et demi dans une région un peu particulière, où on a des personnes qui sont complètement dédiées à la question de l'offre de soins en biologie médicale. Mais la plupart du temps, les inspecteurs d'ARS sont débordés en fait sur cette question-là et donc n'ont pas eu le temps aussi ou les moyens humains, les ressources humaines pour pouvoir s'investir là-dessus. Et troisième point qui est également important, c'est l'absence de doctrine du ministère de la Santé. C'est les décrets d'application de la loi ont mis près de 4 ans à être publiés. Donc vous imaginez que sur une concentration qui est aussi rapide, 4 ans, c'est une éternité. Et ensuite, un certain flou de critères, parce que ces seuils de 33%, on dit 33% de l'offre de soins, mais c'est quoi l'offre de soins? 25% des examens, mais quels examens? Et ça, là-dessus, le ministère de la Santé a mis un certain temps avant de définir en fait précisément ces critères, en intégrant le fait que bah, par offre de soins, on intègre également l'offre des laboratoires publics. Donc, ils font partie également des examens qui sont faits par les laboratoires publics, et c'est sur la base de ce chiffre global qu'on va calculer les chiffres. Mais ça, c'était des choses qui n'étaient pas claires au début. Dans les autres éléments qui contrastent ces situations territoriales, on a également donc le fait que bah, le seuil même de 33%, en fait, n'est pas respecté. C'est-à-dire que il y a plusieurs situations où ce seuil est parfois largement explosé même, où en fait on a des groupes qui tendanciellement vont quand même respecter en fait ces seuils. En tout cas, les ARS vont réussir à se faire entendre là-dessus. Ça n'empêchera pas les groupes d'être présents sur beaucoup plus de territoires, parce qu'en finalement, vous l'avez sans doute compris en filigrane, ça n'est jamais l'entité du groupe juridique qui est présente sur le territoire. C'est toujours l'ASEL, qui est elle-même contrôlée par une holding de tête. Mais les SEL répondent bien, d'une certaine façon, à cette exigence des territoires de santé limitrophes. Mais ce que les ARS ne voient pas au sens juridique, c'est qu'en fait, il y a une holding qui explique que bah, le groupe va pouvoir se déployer sur beaucoup plus que 3 territoires de santé limitrophes. Mais on a également des soucis dans les seuils où parfois des SEL, en effet, sont au-delà du seuil de 33%. Ce qui pose un certain nombre de soucis, c'est ce que je vous mets sur le point d'après, sur le fait que bah, lorsque vous avez une défaillance d'un opérateur, qui peut intervenir pour tout un tas de raisons, là je vous ai mis le cas d'un mouvement social, où bah, il y a, que j'ai récolté sur mon terrain, où donc il y a une SEL qui a fait grève à l'échelle locale et qui donc a arrêté toute activité de prélèvement, grande partie de l'activité d'analyse. Et donc, donc un centre hospitalier a dû renforcer son personnel et ses heures d'ouverture pour prendre en charge les examens les plus urgents. On a dû mobiliser également un groupe concurrent, enfin l'ARS a dû mobiliser un groupe concurrent pour essayer de justement que le groupe accepte de prendre en charge un excès de demandes. Et également, on a donc la problématique a quand même fait que le samedi après-midi, il y avait les infirmières libérales qui ont dû aller faire du prélèvement à domicile parce qu'aucun laboratoire, ni public ni privé, n'était en mesure de réaliser les prélèvements l'après-midi. D'autres éléments donc, sur le fait que cet excès de concentration peut amener à des situations compliquées, on a alors, étant donné que les ARS ont des difficultés à pouvoir, disons, contraindre ce phénomène de concentration, on a des décisions de l'autorité de la concurrence qui se saisit automatiquement sur toutes les opérations de fusion avec un opérateur qui représente plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a un certain nombre de cas où l'autorité de la concurrence est intervenue pour s'opposer, enfin pour en tout cas contraindre certaines fusions de groupes à céder des sites en disant vous pouvez réaliser cette fusion entre deux entités. En revanche, il va falloir que vous cédiez. Alors là, je vous ai donné un exemple où il y a 8 sites de laboratoire, des sites de prélèvement, que le groupe a dû céder à d'autres racheteurs, à d'autres vendeurs. Donc ça a été acheté par d'autres groupes, parce qu'il y avait une situation excessivement monopolistique qui se présentait. Euh, D'autres éléments également sur le fait que ces acteurs, vous vous en doutez, ils ont des stratégies de rationalisation économique
des stratégies d'optimisation euh, qui sont normales pour tout acteur économique. Mais ce qui est propre à ces groupes-là, c'est que donc ils vont adopter tous le fonctionnement de plateaux techniques et de sites de prélèvement. Mais ce que les ARS constatent aujourd'hui et ce que les pouvoirs publics en général constatent aujourd'hui, c'est que maintenant, il y a une première phase de centralisation, donc avec l'émergence de certains plateaux, mais aujourd'hui, il y a une fusion des plateaux entre eux. Pour pouvoir réduire les coûts, les groupes fusionnent les plateaux entre eux, donc on a une baisse du nombre de plateaux techniques qui, de facto, entraîne un allongement des délais de transport d'échantillons entre les sites de prélèvement et les plateaux techniques. Donc là, je cite un rapport d'ARS qui dit qu'à ce jour, donc, plusieurs sites de prélèvement sont distants de plus d'une heure de trajet d'un site analytique et que ce type d'organisation donc, pose des questions sur, d'une part, le respect des conditions de conservation de prélèvement et des délais avant analyse. Donc ça, c'est un point, disons, de préoccupation. Et également un point sur le fait que bah, ce mode d'organisation demande un certain nombre de logistiques, notamment de coursiers. Il faut avoir recours à des coursiers. Et les horaires, la fréquence des coursiers et des horaires de coursiers deviennent un élément également important dans l'organisation de l'offre de soins. Et certains groupes, que je ne vais pas citer, le but, c'est pas d'en pointer un du doigt plus qu'un autre, c'est de montrer que ça peut poser des questions. Euh, un groupe en particulier que j'ai étudié a montré que, enfin, l'enquête a montré que lorsque la situation financière du groupe s'est un peu dégradée, on a des économies qui ont été faites sur justement la fréquence des coursiers. Donc on a certains sites de prélèvement où il y avait trois coursiers qui passaient dans la journée et ça a été réduit parfois à un seul coursier. Donc on là où on a un site qui finalement, à partir d'une certaine heure, les échantillons ne sont plus acheminés. Donc ça pose également un certain nombre de problématiques et également des problématiques sur le cas des examens urgents où le transport, enfin, l'allongement des transports n'est pas toujours compatible justement avec l'allongement de ces délais. Euh, alors, oui, sur la slide suivante. Autre phénomène lié également à ces acteurs-là, c'est le fait qu'on assiste finalement à une création de sites. Mais en fait, cette création de sites, quand on l'observe en détail, elle se fait dans des zones qui sont déjà denses en sites de laboratoire. Finalement, c'est plutôt un excès de concurrence sur certaines zones où il y a des bassins de population, où il y a déjà une présence territoriale importante. Ce qui fait que finalement, ça devient une concurrence accrue sur certaines zones, mais ça n'est pas pour autant des créations de sites dans les zones qui en auraient le plus besoin. Là aussi, je vous ai mis des extraits de rapports d'ARS qui citent ces exemples-là que je rencontre sur le terrain. C'est pour aussi appuyer mon propos d'une certaine façon. Euh, également problématique qui est régulièrement pointée du doigt à la fois par les ARS mais aussi par les professionnels de santé que je rencontre, c'est qu'il y a des amplitudes horaires qui sont réduites. C'est-à-dire que toujours, mon objectif toujours, c'est de montrer que cette augmentation du nombre de sites global cache en réalité des difficultés. Et donc l'amplitude horaire réduite, ça c'est quelque chose qu'on constate dans les sites en zone rurale où il y a beaucoup de sites de prélèvement qui ferment à partir de midi ou en début d'après-midi et qui donc ne permettent pas parfois dans des zones d'avoir accès à un prélèvement dans des rayons qui peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Mais c'est aussi le cas dans des grandes zones urbaines si les problématiques sont un peu différentes. Mais par exemple, dans des sites, y compris même dans des villes comme Paris, il y a une réduction des amplitudes horaires des sites de prélèvement qui peut porter atteinte également à la qualité de l'offre de soins. Notamment dans le cas toujours des urgences, en faisant un petit rappel aussi, c'est que les laboratoires répondent à un certain nombre de problématiques locales sur les urgences, par exemple les douleurs thoraciques, où on a besoin d'avoir notamment les marqueurs cardiaques qu'on appelle troponines. C'est important d'avoir ce test sanguin-là très vite pour savoir si la personne est en train de faire un infarctus ou pas. On a également sur tout ce qui est pour les femmes enceintes, les douleurs abdominales, etc. Il y a un certain nombre de prérogatives auxquelles répondent les laboratoires. Et finalement, avoir des amplitudes horaires qui reculent, ça peut être problématique dans ces cas-là. Euh, je vais essayer de passer vite. Alors, plus globalement, sur la situation nationale, on peut dire que, donc je vous ai parlé de grève locale,
Je vous ai parlé de problématiques locales, mais c'est des problématiques qu'on retrouve à l'échelle nationale dans la mesure où le secteur est sous tension. Et sous tension notamment parce que il y a aujourd'hui un conflit qui se noue entre les acteurs majoritaires, donc les 6 groupes de biologie, euh, avec les pouvoirs publics, notamment sur la question des négociations tarifaires avec l'assurance maladie. Et depuis 2019, on est à la troisième grève nationale. Donc il y a eu 2019, 2022, 2024. Il va même y en avoir une deuxième en 2024, fin d'année 2024, où en fait, les pouvoirs publics ont vu d'un bon œil pendant longtemps la concentration du secteur, dans la mesure où ça réduit le nombre d'interlocuteurs, ça permet également de pouvoir baisser les tarifs avec des acteurs qui sont capables de faire des économies d'échelle et donc de supporter ces baisses tarifaires. Le problème, c'est que ça a une limite. Dans la mesure où une fois que vous avez 6 acteurs qui sont aussi importants, ils ont un pouvoir de négociation, un pouvoir qu'on appelle souvent pouvoir de marché, qui est très important. Et donc, ils ont le pouvoir de mettre à l'arrêt beaucoup des laboratoires de biologie médicale, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est des grèves patronales en un sens, où pendant 3-4 jours, selon les grèves, près de 90% des laboratoires ont été mis à l'arrêt parce qu'ils ont été soutenus également par certains groupes indépendants qui ont aussi leur intérêt dans les baisses tarifaires. Donc il y a des alliances de circonstances entre ces différents acteurs. Quand vous avez 90% des laboratoires qui se mettent à l'arrêt et avec une biologie libérale, je ne l'ai pas précisé, mais qui représente quand même 70% des examens et 30% pour le public, là, vous avez un petit problème en termes d'offre de soins. Et donc, il y a des ARS qui ont localement été obligés de faire des réquisitions, qui ont souvent été attaqués devant les tribunaux administratifs. Mais c'est des situations qui se sont reproduites et qui vont se reproduire également par la suite, notamment parce que la CNAM, depuis 2023, avec un rapport, le rapport chargé-produit, a fait de la financiarisation un de ses enjeux. Il y a même la création d'un observatoire de la financiarisation, parce que la CNAM est consciente du fait que comment on fait maintenant, si vous voulez, pour d'une part négocier avec ces nouveaux acteurs, et deuxièmement, où va l'argent également est une question importante parce que ce sont quand même des cotisations sociales qui financent à environ 70% ces laboratoires. Donc, où est-ce que passe l'argent également dans ces entreprises-là, dans ces remontées vers les holdings? C'est également un sujet qui est porté par la CNAM et qui a durci ces négociations avec les groupes de biologie médicale. Également, je rajoute les grèves de techniciennes de laboratoire qui est un indicateur de la tension que réside dans le secteur, des tensions qui sont aujourd'hui, qui traversent le secteur. C'est les techniciennes de laboratoire, quand elles étaient dans 4000 laboratoires indépendants, il n'y avait pas de syndicalisation. C'était 4000 petites entités, les laboratoires avaient à peu près 10 salariés en moyenne, secrétaire médical et technicienne. Là, vous avez des groupes où il y a beaucoup plus de techniciennes de laboratoire qui sont également sujets qui ont vécu la crise Covid, qui, dans des groupes où les augmentations de salaire ne sont pas toujours évidentes. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une syndicalisation des techniciennes de laboratoire, parce que les groupes maintenant sont obligés, vu qu'ils ont atteint certains seuils, où on est obligé d'employer des délégués syndicaux, etc. On constate également une grève, alors cette fois-ci pas patronale, mais beaucoup de grèves de la base, qui sont vraiment en explosion depuis 2020, avec une cinquantaine de mouvements de grève locaux répertoriés, qui participent aussi à mettre à l'arrêt certains laboratoires et à poser des problématiques dans l'offre de soins. J'en arrive. Il reste à peu près 5 minutes, hein. Ouais, j'ai essayé de faire vite, mais je pense qu'on va arriver dans les clous. Euh, donc, en conclusion, on a donc un maillage territorial qui est important en France, mais avec disons, certaines réalités qui ne sont pas reflétées par le simple volume de laboratoires en France. Avec le passage donc d'un modèle de biologie médicale qui était libéral, donc indépendant, où les biologistes possédaient leur laboratoire et le dirigeaient, à un modèle industriel et financier qui offre certaines possibilités, qui offre un certain nombre d'avantages pour les pouvoirs publics, mais va aussi avec un lot d'autres contraintes, avec donc ce fonctionnement décentralisé sur lequel on est revenu, qui de fait éloigne l'acte de prélèvement des plateaux techniques, éloigne aussi les patients des biologistes aussi, parce que les biologistes sont de plus en plus concentrés sur ces plateaux techniques, donc n'ont pas forcément d'interlocuteurs sur leur site de prélèvement.
On a vu également sur l'amplitude horaire des sites, et tout ça constitue donc des enjeux importants pour lesquels les ARS n'ont pas toujours des outils pour pouvoir contraindre les groupes. Ça, c'est un point important, dans la mesure où les ARS, par exemple, sur les fusions de plateaux techniques, l'ARS n'a pas son mot à dire. N'a pas d'outils, n'est pas, la loi ne donne pas à l'ARS le droit de pouvoir intervenir sur le degré de concentration des plateaux techniques entre eux. Les ARS finalement ont une prérogative sur la liste d'examens urgents. Donc les ARS ont un pouvoir de contrôle sur est-ce que certains sites, notamment les sites qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont associés à des cliniques, là, elles ont des outils sur les examens urgents. Mais cette liste, en fait, est assez restreinte. Et elle n'est pas en mesure d'imposer une palette d'analyse plus large à des sites, à euh, à d'autres sites de biologie. Un point également important, c'est le mouvement d'externalisation de l'activité de biologie médicale de plusieurs centres hospitaliers à des laboratoires privés. Donc là, on a un manque de données là-dessus parce que on voit, enfin moi localement, je vois qu'il y a beaucoup de centres hospitaliers qui maintenant externalisent. Il n'y a pas de données nationales là-dessus, qui externalisent donc le laboratoire hospitalier complètement les activités à des laboratoires privés. Et c'est un enjeu important dans la mesure où, alors il y a eu un cas un peu terrible pendant la crise Covid où il y a eu même une rupture de contrat entre un CH et un laboratoire privé qui a occasionné beaucoup de tensions, mais finalement, ça montre que bah, ça peut être une fragilité pour un CH de tout externaliser. Et également, il y a des cas épars, alors j'en ai notamment un en tête que j'ai rencontré sur mon terrain, où il y a eu la fermeture d'un plateau technique qui était lié à un CH, donc un plateau technique d'un groupe qui a délocalisé à une cinquantaine de kilomètres, et ça a occasionné tout un tas de difficultés organisationnelles pour les hôpitaux publics qui avaient un allongement considérable de certains délais, qui avaient une plus grande difficulté à avoir des interlocuteurs biologistes pour pouvoir répondre à certaines problématiques qui sont liées à l'organisation spécifique des hôpitaux publics. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête sur les différents enjeux posés par cette importance des groupes privés dans l'offre de soins. Notamment parce que bah, pour certains hôpitaux,